Ce communiqué de la Banque centrale de Russie le 25 mars 2022 marque un retournement que nous avons largement vu venir chez Grand Angle. Le premier pas du grand retour de l'or dans le système monétaire international. Est-ce à dire, comme j'ai pu le lire, que la Russie a remis sur pied l'étalon or pour le rouble ? Oui et non, on va en parler, c'est plus fin que ça. Est-ce que cela a un rapport avec le gel des actifs russes dans l'Union européenne et aux États-Unis ? Oui. Complètement. Alors, est-ce que la Russie a gagné la guerre ? Disons que c'est en bonne voie, mais il va falloir quand même qu'on se mette d'accord sur ce dont on parle précisément. J'ai vu de nombreuses annonces suite à ce communiqué sur le retour de l'étalon or. Alors techniquement, non, car l'étalon or signifie que la Banque centrale de Russie aurait annoncé une convertibilité du rouble avec l'or. Dit simplement, si je viens avec du rouble, la BCR, pour Banque centrale russe, me le prend contre de l'or à un taux convenu par la BCR. Là, la Russie annonce simplement qu'elle achètera tout l'or que les institutionnels lui donneront au prix de 5000 roubles le gramme jusqu'au 30 juin 2022. C'est un programme de court terme. Donc ce n'est pas une convertibilité en or du rouble stricto sensu, car l'annonce de la BCR ne concerne que l'achat d'or, et de plus ce programme qui devrait durer jusqu'à fin juin a déjà été supprimé, et nous allons voir pourquoi, car la Russie est passée à la deuxième phase de son plan plus rapidement qu'elle ne le prévoyait. Allez, c'est parti. Revenons-en au problème de base. La Russie envahit l'Ukraine et se met à dos l'Union européenne et les USA. Tout un tas de sanctions sont mises en place et c'est bien normal. Dans une guerre, tous les coups sont permis, c'est le principe même de la guerre. Par contre, dans la bataille, les USA et l'UE ont militarisé le dollar et l'euro. Pour le dollar, on était déjà au courant. Mais par contre, pour l'euro, c'est une première. En gelant les avoirs de la BCR, l'Union européenne vient d'attaquer la confiance internationale dans l'euro. Voici le schéma. La Russie envoie du gaz et des matières premières aux pays de l'Union européenne et en échange, ces pays envoient des machines-outils allemandes, du fromage français et j'en passe. La base du commerce international, c'est l'équilibre des échanges des biens et des services contre d'autres. La monnaie est en principe transparente et sert à solder les déséquilibres qui peuvent apparaître avec pour objectif de les équilibrer dans le temps grâce au taux de change et au taux d'intérêt. Dans notre cas, comme la Russie nous envoie plus de gaz et de blé que nous lui envoyons de machines-outils et de fromage, à la fin de l'année, il faut trouver une compensation pour les Russes pour ce déséquilibre. Ce n'est pas un petit déficit dont on parle, On parle quand même d'un déficit du simple au double. Jusqu'à il y a peu de temps, on leur donnait des euros à la fin de l'année pour solder ce déficit. Ce qui fait que les Russes, qui ne sont pas idiots, accepter les euros en paiement, c'est la confiance dans le droit de propriété garantie par l'Union européenne. Toutes ces années durant, la Russie a cumulé des euros qu'elle replaçait en obligations européennes et elle s'est constituée un stock à valoir pour plus tard. On parle tout de même de centaines de milliards qui ont été gelés. C'est pas rien. Et soyons conscients que ce système avantageait surtout l'Union européenne, qui pouvait acheter du gaz contre des euros que notre banque centrale imprimait. C'est plutôt chouette d'avoir quelque chose de très utile contre rien, non ? À partir de là, vous me direz que nous sommes en guerre et que la finance fait partie de la panoplie militaire des États, et c'est bien vrai. Donc, on a gelé les avoirs russes en euros, car comme le dit notre président Macron, on avait bien envie de les emmerder. D'ailleurs, cela a marché. Le rouble s'est vigoureusement cassé la figure d'environ 70%, soit 4 écarts types, ce qui est colossal. Nos politiques ont donc pu faire des discours triomphants après cette bataille remportée. Soit. Dit autrement, cette petite astuce a permis à l'Union européenne d'utiliser la confiance dans l'euro comme une arme. Le problème, c'est que l'euro, c'est un peu comme Dieu, si je peux oser la comparaison. Il cesse d'exister si on n'y croit plus. Et le gros problème qui fait que militariser une monnaie est stupide, c'est qu'il existe un juge de paix dans de pareils cas qui s'appelle l'or. Fin mars, la Russie annonce 2 choses. Premièrement, la Russie ne prend plus les euros, puisqu'on les lui gèle, donc ne fait plus crédit. Il faut payer en roubles. Deuxième chose, avec son communiqué du 25 mars 2022, la Russie dit la chose suivante. Puisque vous avez tiré un trait sur le droit de propriété attaché à l'euro, alors nous, les Russes, laissons tomber l'euro pour nous rabattre sur l'or, qui est une convention monétaire qui ne peut pas être dénoncée par l'Union européenne, car tout le monde y croit très fort. Pour ce faire, nous, la Russie, décrétons que nous achèterons de l'or pour 5000 roubles le gramme à tous ceux qui veulent avoir des roubles. Donc, vos sanctions, on n'en a rien à fiche. La Russie vient donc de fixer un plafond et non un plancher, comme j'ai pu le lire ici ou là, au prix du rouble. On va y revenir. Avec ces 2 ingrédients, instantanément ou presque, les marchés ont fait ce pour quoi ils sont conçus,
équilibrer les prix. En tant qu'intervenant de marché, lorsque la BCR publie son communiqué le 22 mars, alors je sais que le rouble va péter à la hausse, car il devient incontournable pour acheter de l'énergie dont l'Union européenne a désespérément besoin. Le problème du rouble, c'est que c'est difficile à trouver car il y a des sanctions de partout. C'est à ce moment que l'arbitrage se fait entre le prix de l'or et le rouble. De l'or est vendu à la BCR pour obtenir du rouble qui est voué à monter. La Russie a donc réussi à transformer une attaque monétaire sur le rouble en une occasion de remplir un peu plus ses coffres d'or. Si ça, c'est pas un coup de maître. Ensuite, une fois que le rouble atteint son plafond, avec un prix d'équilibre entre le dollar et l'or, la Russie a retiré quelques jours plus tard ce dispositif. Moralité, le rouble remonte comme une flèche et les coffres sont pleins. Cela a marché du tonnerre. Le plus difficile, c'était de trouver des roubles. Personnellement, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi, même en passant par ma banque turque. Mais si c'est compliqué pour les Occidentaux, le monde est grand et d'autres ont très bien fait le boulot. Enfin, si la Russie a retiré ce plafond, c'est probablement pour éviter de se retrouver avec trop d'or dans les coffres en contrepartie d'une masse monétaire trop importante. En commerce international, le grand principe de réussite, c'est l'équilibre et non l'excédent pour l'excédent. D'ailleurs, tous ceux qui ont vendu de l'or en dessous de son prix de marché contre 5000 roubles le gramme font aujourd'hui une belle performance puisque le rouble est passé au travers du toit. Je vous le répète, l'or est à la base du système monétaire, qu'on le veuille ou non, et cela se voit en période de crise. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 26 avril, donc tout récemment, nous avons eu une intervention fort intéressante de Nikolai Patrushev, qui est un homme très proche de Poutine, qui nous explique gentiment que le rouble va être adossé à l'or et un panier de matières premières. Et là, vous allez comprendre pourquoi l'Occident serait incapable de faire cela alors que c'est une très bonne idée pour la Russie, et vous allez comprendre dans quel piège nous sommes tombés en gelant les avoirs russes. La Russie va renverser l'ordre monétaire mondial en indexant sa monnaie sur des flux physiques plutôt qu'en la laissant flotter sur des marchés financiers dont les prix sont administrés par les USA et l'Union européenne, notamment par la manipulation des taux d'intérêt et de la planche à billets. En indexant sa monnaie sur des flux physiques, le solde de la balance commerciale devra se faire par des flux physiques, ou alors des devises étrangères de pays amicaux ou neutres par rapport à la Russie, ce qui ne manquera pas de dégrader la valeur de l'euro au passage, ou alors, en dernier recours, par de l'or. Si la Russie avait pris cette décision de façon unilatérale, cela ne fait aucun doute qu'on lui aurait reproché de déstabiliser violemment et volontairement l'ordre monétaire international. Or, en gelant ses actifs en euros, nous lui avons tout simplement apporté sur un plateau la légitimité pour le faire. Nous nous sommes tirés tout seuls une balle dans la tête. Ceci étant expliqué, vous comprenez pourquoi, de façon honnête intellectuellement, on ne peut pas parler de chantage au rouble pour le gaz russe. Premièrement, nous sommes en guerre par procuration sur le terrain via des Ukrainiens interposés, et deuxièmement, de nombreux politiciens aux USA et en Europe ont déclaré qu'ils voulaient la ruine économique de la Russie. Si nous sommes en guerre, tous les coups sont donc permis par définition, puisque nous sommes fâchés. Enfin, ce n'est pas vraiment un chantage, puisque ce sont les pays membres de l'Union européenne qui ont militarisé la monnaie, l'euro. Comme le dit l'adage juridique, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est donc bien dans ce contexte qu'il va falloir que vous fassiez vivre votre épargne et effectivement, ça risque d'être sportif. Car une mondialisation qui se fragmente, c'est avant toute autre chose des cadres juridiques qui se rétrécissent. Dit simplement, votre argent va avoir de plus en plus de mal à circuler librement pour aller chercher du rendement là où c'est encore possible. À ce sujet, il y a deux optiques que nous cultivons dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Didier Darcet. Le premier, c'est la mobilité. L'État ne fera pas reposer ses interdictions sur les individus, les particuliers, mais bien sur les institutions financières, au premier rang desquelles le système bancaire et les compagnies d'assurance qu'il a sous sa juridiction. Nous nous employons donc à vous trouver des solutions en dehors des frontières françaises. Cela ne sera pas un rempart contre tout, mais on gagnera du temps. Ensuite, en termes de mobilité du capital, les nouvelles technologies de la blockchain deviennent de plus en plus incontournables car elles vous permettent d'être votre propre banque et de faire circuler l'argent par vous-même. Quant à l'État, il pourrait poser des interdictions légales dans l'absolu, mais il ne pourra rien confisquer puisque vous êtes le seul maître des clés du coffre de votre épargne. Si on couple des institutions financières étrangères et les nouvelles technologies de la blockchain, on commence à pouvoir faire des choses intéressantes. Ensuite, le deuxième axe du portefeuille de la lettre, c'est de vous proposer 3 stratégies selon que vous êtes plutôt
un rentier qui veut préserver des revenus à long terme sans s'en préoccuper tous les mois, un tacticien qui est prêt à regarder à moyen terme où en est son portefeuille pour être opportuniste, ou un spéculateur qui se contrefiche des fondamentaux et qui cherche essentiellement de la performance. Depuis la création de ces portefeuilles le 27 février 2022, les marchés US sont en baisse de 5% et les marchés mondiaux en baisse de 6%. De notre côté, le rentier est stable, le tacticien perd 1% et le spéculateur est en hausse de 3%. Alors bien sûr, ces portefeuilles sont encore jeunes, mais globalement ce qui nous sauve, c'est d'être en dehors des marchés actions pour le tacticien, pendant que les actions du rentier, qui voient la rente sur le long terme, sont sauvées par la hausse du dollar par rapport à l'euro et à une rentabilité sur le cash de 10%. De plus, on a de l'immobilier américain à haut rendement qui se porte très bien avec la hausse du dollar. Bref, pour l'instant, ça se passe plutôt bien car nous évitons la baisse. Personnellement, je suis déçu par l'or justement, car il baisse en même temps que les obligations américaines, donc j'attends que ces variations de court terme se réajustent soit en faveur de l'or si la situation continuait à se scléroser, soit en faveur des obligations américaines en cas d'une aggravation soudaine de la crise en Ukraine. Quant aux obligations chinoises, elles vivent leur vie, mais comme l'a rappelé Charles Gave dans son dernier article sur l'Institut des Libertés, on n'est pas inquiet. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, elles ont surperformé de près de 50% les obligations françaises depuis 2019. Pour les US, je n'ai pas le même graphique, mais c'est très bon aussi. On en reparle prochainement du yuan. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran pour vous abonner ou via les liens en description. Ceci dit en passant, ce sont tous ces problèmes monétaires que Bitcoin essaie de résoudre en proposant un or 2.0, à savoir comment faire circuler une unité de valeur en étant certain qu'elle n'est pas copiable. C'est pour cela que la seule et unique proposition de valeur de Bitcoin tient dans cette phrase « Il n'y en a que 21 millions ». Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec vos bitcoins, il n'y en aura que 21 millions au bout du compte. Bitcoin n'a pas d'autre valeur que de garantir de façon décentralisée l'impossibilité de créer ou d'effacer des bitcoins sur le réseau Bitcoin. Et les Russes commencent à bien le comprendre. Pavel Zavalny, le président du Parlement russe, la Douma, a déclaré que la Fédération de Russie réfléchissait aux modalités pour accepter Bitcoin au même titre que l'or pour la vente de matières premières avec des pays étrangers. C'est précisément pour cette raison que Bitcoin a été inventé. Le grand pari, c'est de remplacer l'or, à terme, et de devenir la réserve de valeur en dernier ressort. Peut-être que ça va rater, je ne sais pas, mais en tout cas, la valeur fondamentale de Bitcoin, c'est juste ça et rien d'autre. C'est pour cela que la seule chose qui fera la réussite de Bitcoin, c'est l'incurie des États sur la gestion de la monnaie, qui force les gens à trouver refuge ailleurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais alors, si le problème, c'est les hydrocarbures russes, y a-t-il une alternative? Peut-on aller s'approvisionner ailleurs? Eh oui, si les Russes vendent leurs hydrocarbures à la Chine, cela signifie que la Chine va libérer une quantité d'hydrocarbures qu'elle n'achètera plus ailleurs dans le monde, non? Eh bien, pour faire court, le pétrole et le gaz, il n'y en a plus assez pour tout le monde. Nous vivons en ce moment, et probablement depuis quelques mois, le pic de production tout pétrole, comme cela est annoncé depuis des décennies d'ailleurs. Il faut donc comprendre le problème de l'énergie à l'échelle mondiale comme un jeu de chaises musicales, et si nous nous privons du gaz et du pétrole russe, alors nous serons les premiers à ne pas trouver de chaise quand la musique s'arrête. Pour filer la métaphore, la musique s'arrête quand la croissance devient supérieure au pétrole disponible. À ce moment-là, on regarde qui en a le plus proche de chez lui. Le gaz russe ira effectivement en Chine, et il se trouve que la Chine ne libérera pas autant de gaz chez son précédent fournisseur, car ses besoins sont en augmentation pour nourrir sa croissance. Dans le même temps, la production de gaz russe a déjà atteint son pic et se trouve déjà sur un plateau ondulant qui va onduler progressivement de plus en plus à la baisse. Nous sommes donc très mal en point et ce ne sont pas les éoliennes ou les panneaux solaires qui nous sauveront, car pour 1 mégawatt de ces énergies installées, il faut la même puissance en gaz pour pallier l'intermittence. La seule chose qui pourrait se substituer au gaz et pétrole russe en quantité suffisante, c'est le nucléaire. De ce côté-là, pas de chance, on n'en a pas construit depuis bien longtemps. Donc même si le gouvernement se réveille en sursaut, ce qui est toujours possible, cela pourrait régler une partie de nos problèmes dans 10 ans, mais pas avant. Donc, à moins de se rabibocher avec la Russie en leur faisant nos plus plates excuses, et je suis assez confiant pour dire que cela n'arrivera pas, nous sommes condamnés mathématiquement à une récession d'enfer dès que nous aurons des soucis d'approvisionnement en énergie russe. Il ne peut en être autrement, car la croissance est une fonction directe de la consommation d'énergie. Pour être précis, la corrélation dévie de 1,5% par an, car cela correspond à l'augmentation de la productivité de l'économie. Mais bon, comme on parle de se priver de 30% de notre approvisionnement en gaz, cela ne suffira pas à nous sauver. Encore une fois, je ne suis ni pour Poutine, ni contre Poutine, bien au contraire, j'habite en Suisse. Par contre, sur l'échiquier eurasien,
Un certain nombre de bases sont claires et incontournables. On peut penser qu'envahir un pays est cruel et injuste, mais si on n'a pas les moyens militaires d'imposer la justice, alors la justice n'a aucune importance. Quand je lis dans les journaux que Poutine est un criminel de guerre et qu'il faudrait le juger ou pire encore, pourquoi pas? Tout ce que j'observe, c'est que la Russie ne partage pas ce point de vue, jusqu'à aujourd'hui. Donc, à moins d'aller le chercher manu militari pour lui imposer notre justice, cette justice n'existe pas. C'est bien le rapport de force qui donne à la justice sa consistance et rien d'autre. Or, aujourd'hui, le rapport de force n'est pas du tout en faveur de l'Union européenne. Donc, préparez-vous, cultivez la mobilité de votre épargne, et je vous souhaite beaucoup de courage. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.